C'est Alioune Badara Kane qui vous présentera le profil de notre invité, le premier de cette semaine. Donc, les capsules habituelles au rendez-vous également. Le coach Tandakha vous donne rendez-vous dans un petit moment pour la gym, bien évidemment. Et puis, après 7h30, je vous proposerai de regarder le bulletin d'info de votre matinale Quinqueliba. Vos réactions et commentaires, nous les attendons sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Ce magazine est en direct. Alors, merci encore une fois aux leftos et aux internautes qui nous choisissent un peu partout dans le monde. Le sommaire est complet. Avant d'accueillir l'équipe en plateau, je vous propose d'aller en salle avec le coach Tandakha. On est lundi, c'est donc le cardio. On retrouve donc le coach. Je vous retrouve moi dans un petit moment pour la suite. Bon début de journée à toutes et à tous et à tout de suite. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Merci de rester fidèles au rendez-vous. Encore une fois, où que vous soyez dans le monde, que la vie vous fasse énormément plaisir pour regarder votre télévision nationale. Cela dit, mesdames et messieurs, aujourd'hui lundi, eh bien, nous allons passer à notre première capsule de la semaine. Et cette capsule, la première de la semaine, eh bien, nous amène vers le cardio. Alors, on reprend les bonnes habitudes, on ne doit pas les changer. Alors, ce cardio du lundi, mesdames et messieurs, on va y aller avec le coach Bou Ndeye Diallo. Elle est là. Évidemment, elle est une habituée, en tout cas, eh bien, de cette émission Quinqueliba et notamment la capsule gym. Alors, coach Bou, on va y aller avec ce cardio du lundi. Comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes. Alors, c'est à vous la parole. Bonjour mesdames et messieurs, nous revoici en tout début de semaine. On salue tout le monde et à ceux qui nous suivent, donc on leur dit un coucou. Donc ce lundi, on est là aussi pour présenter ce qu'on appelle notre cardio du lundi, comme l'a si bien dit coach Tandakha. D'habitude, on vous présente le cardio et aujourd'hui, on est là aussi pour ce type de cardio qu'on va vous offrir pour préparer notre corps, bien débuter la semaine et après entrer dans notre planning d'entraînement qui va suivre la semaine. Donc aujourd'hui, on va travailler en binôme avec Ndeye Diallo, juste des mouvements simples, classiques, mais une précision, il y aura toujours les options qui seront exécutées avec Ndeye Diallo. Et moi, l'option avancée pour faire l'exercice, je vais le faire moi proprement dit. Donc il y aura les deux options, l'option débutant et l'option avancée. Donc, regardez cette sorte de méditation tout petit peu. Et là, ça va permettre, en tout cas, eh bien, de bien détendre surtout ces articulations. Allez, coach Bou, c'est à vous. C'était juste notre cardio du lundi. Vous avez bien vu l'exécution, les différentes facettes qu'on vous a proposées. Donc, chacun va regarder juste l'exercice qui est apte l'exercice plutôt qui est abordé et qui est probable pour qu'il puisse faire une très bonne exécution. Donc, le choix est déterminé. À vous maintenant. On se donne très rapidement à demain le rendez-vous, Inch'Allah. Voilà, merci coach Bou. Merci également Ndeye Diallo qui l'accompagne aujourd'hui. Encore une fois, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien aimé, vous avez bien suivi, en tout cas, le cardio du lundi. Mesdames et messieurs, voyez comme c'est simple, même chez vous, à la maison, eh bien, vous pouvez faire votre exercice et sans grand dommage. Il suffit d'accélérer, d'amener le rythme respiratoire à un bon niveau. Cela veut dire quoi? En tout cas, vous êtes eh bien, dans le processus aérobie et vous allez pousser jusqu'à l'anaérobie et pourquoi pas vers l'anaérobie à l'actif. Cela dit, mesdames et messieurs, Inch'Allah, demain, c'est le rendez-vous. Merci coach Tandakha pour cette première capsule de cette semaine. J'accueille l'équipe en plateau maintenant. Alioune Badara, Abdulaziz Ban Toumane, notre invité, me rejoignent maintenant en plateau. Je rappelle que nous sommes en direct jusqu'à 8h. Bonjour à tous et bienvenue. Comment allez-vous ce matin, mon cher Ban? Très bien, ça va très bien. Ça a été Bonjour Sarah. Vous êtes entendu sur Oui. les couleurs ce matin, Oui, c'est ça? aujourd'hui c'est dress code, c'est ça. C'est ça le dress code de ce matin. D'accord. Bonjour Alioune, comment vas-tu? Ça va? Bien réveillé? Ton week-end, ça a été? Oui, ça va. Oui, parfait. Ça va. Heureuse de te retrouver aussi. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on a changé évidemment de studio, ça vous le savez, mais c'est que nos studios sont très loin de la régie maintenant. Et de la salle maquillage et de tous les endroits où on se prépare en coulisses. Alors tous les matins, il y a sport, hein. 2-3 personnes dans l'équipe qui font ce que j'appelle le 100 mètres plat entre la régie et le studio.
Parfois, c'est moi sur les talons. Oui. Je croise dans le couloir plein de gens qui me disent vas-y doucement, mais il faut être à l'heure. Parfois, c'est à lui. Le coach doit être content là. Le coach doit être content. Parfois, c'est Toumani, parfois, c'est Ban. Dans tous les cas, tous les matins, on court un tout petit peu pour être à l'heure, rien que pour vous. Mais c'est bien, c'est tant mieux. Hein. Ouais. C'est des exercices finalement, n'est-ce pas Toumani? Pour le plaisir de LH Coach Tandara. Je vous rappelle qu'une activité physique régulière permet de rester en bonne santé. Alors, les sujets de ce matin dans vos différentes chroniques, cher Ban, le sport. Le sport avec la Ligue 1, les résultats de la 22e journée de Ligue 1, mais également de Ligue 2. On va également parler de foot féminin avec cette licence C, donc avec les réactions des stagiaires, des formateurs, mais également du chargé du foot féminin au niveau de la fédération, Seynindir Sek. Parler de la Basket African League avec l'AS Douane qui a signé son premier succès hier. Très bien. Et puis parler de lutte avec cette très belle victoire de Massène sur Saïtiès. Toumani, ton sujet de ce matin? Alors, ce matin, pour ce lundi, je vous propose 2 sujets. Pour le deuxième sujet, je vais commencer par ça. Pourquoi? Parce que je vais rejoindre un peu Bal, mais je ne vais pas parler de sport. Bien sûr, je vais parler de culture avec la Ligue africaine de basket, bien sûr, lors de ce match avec l'AS Douane et bien sûr de l'ouverture également. Et avant ça, nous allons parler brièvement de la cérémonie des flammes qui se déroule en France. Pourquoi on en parle? Quelle est l'importance justement des artistes d'origine africaine à la cérémonie des flammes? Tout cela dans la deuxième partie. Très bien. Et maintenant, on présente notre invité de ce matin à nos téléspectateurs. Alioune, c'est à toi de le faire. Hein. Alors, nous avons le plaisir de recevoir une grande dame des finances, on va le dire ainsi, hein, et surtout de l'éducation financière. En tout cas, une Sénégalaise au CV vraiment élogieux, hein, qui force le respect. Et c'est un honneur donc vraiment pour nous de Kenkeliba de vous recevoir sur ce plateau pour le premier numéro de la semaine, Madame Ndoye, Mme Aïcha Mbou Ndoye, qui est fondatrice de Finafia. Finafia qui est donc une plateforme dédiée à l'éducation financière, bien sûr, à l'épargne et à l'investissement. Je pense que c'est un sujet qui va quand même vraiment capter l'attention de la gente féminine, surtout qu'il est question donc de l'éducation financière, comment faire pour ne pas trop gaspiller le peu d'économie que l'on a su quand même mettre de côté. Et puis voilà, revenir un peu sur l'investissement au Sénégal, hein, parce qu'il y en a souvent, vous voyez ce genre de message sur certaines plateformes, en tout cas sur le net. Hein, voilà, j'ai par exemple épargné, j'ai pu épargner un tel montant, mais je ne sais pas dans quel domaine investir, comment investir. Voilà donc la résilience dont doit faire preuve voilà, tout investisseur. Hein. Voilà donc les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre invité. Voilà, je n'ai voilà, retenu qu'un petit aspect, hein, tout simplement de son CV. Et je dirais tout simplement qu'elle est diplômée donc, de la St. John's University de New York. Elle a aussi également travaillé à Wall Street. Hein. Voilà, donc Wall Street, ça veut tout dire. Donc, sur sa maîtrise donc, des questions financières. Voilà les questions vraiment sur lesquelles nous reviendrons avec notre invité, Madame Ndoye. Merci encore d'être venue. Je précise qu'elle a quitté la Petite Côte pour être sur ce plateau. Ah, voilà. Vous venez directement de Bourg, c'est ça? De la Somone, oui. De la Somone, précisément. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin et bonjour d'abord. Bonjour, bonjour. Et je vous remercie énormément de me recevoir. Et je pense que souvent aux finances avec beaucoup d'appréhension, ne sachant pas vraiment comment gérer tout ça, mais on va essayer de mettre un peu plus d'éclair dans tout ça. Voilà. Eh bien, je pense que c'est un sujet qui va forcément passionner nos téléspectateurs et ce matin, et nous-mêmes d'ailleurs. Alioune a dit que les femmes devraient davantage vous écouter que les hommes. Un peu comme si le gaspillage, c'était nous les dames. C'est les femmes qui gaspillent? Ce sont les hommes, enfin les hommes, on gaspille avec la poche des maris et des papas. Plus ou moins. On gaspille avec la poche des maris et des papas. Non, plus ou moins. Non, plus sérieusement. Contrairement à ce que les hommes pensent, je pense que la femme, de par son apparence, a beaucoup plus de dépenses. La femme est dans les bijoux et dans les détails, alors que l'homme n'est pas dans les détails. Et lorsqu'il s'agit de détails, bien sûr, il faut dépenser pour... Voilà, ça, c'est dans l'apparence. Et après, pour prendre soin de la maison, justement, c'est la femme. L'homme n'a pas cette patience. Donc, à l'homme de mettre la main à la poche, et les femmes vont faire les dépenses, plus sérieusement. C'est pas du gaspillage. C'est pas du gaspillage. Là, on ne parle plus de parité, là. Hein.
C'est la région qui le dit. Hein. Je crois que je vais fermer la parenthèse le temps qu'on en arrive à la rubrique invitée. Ça va laisser le temps à nos téléspectateurs également de réagir et on va la rouvrir. On va avancer sur quelques sujets d'actualité avant d'en venir au sujet de nos différentes chroniques ce matin et de donner la parole à notre invité. On va commencer par le 15e sommet de l'OCI qui a refermé ses portes ce week-end. C'était à Banjul, donc cette 15e édition. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, y était. Eh bien, ce sommet s'est terminé avec une forte déclaration et l'adoption d'une résolution en faveur des droits du peuple palestinien. Les États membres ont qualifié de génocide la situation actuelle dans la bande de Gaza. Il fallait le faire et le président Bassirou Diomaye Faye, que vous voyez justement à l'image, a réaffirmé la position constante du Sénégal en faveur des aspirations légitimes du peuple palestinien. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat, c'est aussi le cas de tous les autres membres. Et vous, qu'avez-vous finalement retenu de ce sommet de l'OCI? Il faut rappeler également qu'il y a désormais un nouveau poste d'envoyé spécial de l'OCI pour parler de l'islam et enseigner justement aux autres qui ne connaissent pas cette religion ce qu'est l'islam, ses fondamentaux et cette religion de paix évidemment. Et puis cela permettra peut-être de comprendre le modèle sénégalais mais aussi gambien finalement où il y a une belle coexistence entre toutes les religions finalement. Et donc, qu'avez-vous retenu de ce sommet de l'OCI qui s'est tenu à Banjul? Et c'est donc Adama Barrow désormais qui préside à la tête de l'organisation, de cette organisation finalement. Bon, déjà retenir que en fait, ça a été un sommet particulier pour le Sénégal parce que son nouveau président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectué là sa première sortie, on va le dire, sur l'international, même si c'est en territoire gambien, dans le Sénégal, mais quand même, sur le plan diplomatique, ça reste une sortie à l'étranger et quand même chez nos voisins, frères, amis, voilà, donc de la République sœur de Gambie. Et d'ailleurs, le Sénégal a pleinement participé à la réussite donc, de ce sommet. Nous, de la RTS, une bonne partie en tout cas du personnel est aujourd'hui déployé sur Banjul pour assurer la couverture véritablement donc, de ce sommet-là. Parce que c'est un sommet d'une grande importance sur le plan géopolitique, parce qu'il intervient au moment où un peuple frère musulman souffre le martyre. Donc je parle de nos frères palestiniens qui croulent donc sous le poids des bombardements intensifs donc, de Sahel. C'est pratiquement un génocide, il faut pas, on peut le dire ainsi, ne pas avoir peur de le dire, parce que c'est la réalité, les chiffres le démontrent au quotidien, c'est devenu maintenant une banalité que de voir une famille tout entière tuée par un obus israélien. Est-ce que cette famille-là est une cible de guerre? Je ne pense pas, c'est quelque chose qui est maintenant banalisé, comme qui dirait, il y a peut-être deux types d'humains sur Terre, un dont la vie n'a aucune valeur et l'autre pour qui il suffit juste d'une petite égratignure pour qu'on puisse ameuter toute la presse internationale, que les grandes chancelleries occidentales se fendent de communiquer d'indignation. C'est une indignation sélective, c'est de l'hypocrisie, c'est la grande mauvaise foi dont l'humanité fait preuve, surtout, en tout cas, les grandes chancelleries occidentales. Et je crois qu'aujourd'hui, si le monde islamique fait bloc autour du peuple palestinien, au moins c'est du baume au cœur, en attendant véritablement d'avoir des solutions pérennes, définitives à cette solution. Et pourtant, la solution, elle est connue de tous. C'est juste une question de courage, c'est un manque de courage qui explique aujourd'hui pourquoi ce dossier aussi latent depuis pratiquement bientôt ça va faire un siècle, parce que ça date de l'après-deuxième guerre mondiale. Nous sommes en 1945, aujourd'hui nous sommes en 2024. Bientôt un siècle d'injustice, de déni, donc de justice en terre sainte. Il suffit juste d'accorder aux Palestiniens le droit légitime d'avoir un État. C'est ça. Avec toute la symbolique qui s'y est. Est-ce trop difficile de demander cela à Israël? Pourquoi Israël a tous les privilèges, les Palestiniens, rien du tout? Et ils ont même profité encore, ils ont encore profité de ce conflit-là pour morceler, pour grignoter encore des terres palestiniennes. Aujourd'hui, la bande de Gaza est coupée de facto en deux. Il y a une autre occupation qui se met en branle, qui progressivement, on l'a vu lors d'une manifestation, 11 ministres israéliens participaient à cette manifestation dont l'objectif était de faciliter le retour de ces anciennes colonies israéliennes installées donc, sur la bande de Gaza. C'est pour vous dire tout simplement ce qui se passe actuellement dans cette partie du monde. C'est de l'absurdité, mais véritablement c'est de la mauvaise foi, c'est de l'hypocrisie. Et c'est bien de voir le Sénégal
prendre cette décision-là courageuse. Parce que le Sénégal, il ne faut pas l'oublier, sur le plan historique, le Sénégal est à la tête du comité qui est chargé donc de la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. Et ça nous réconforte de voir notre président être l'un des premiers dirigeants musulmans au monde à prendre au moins une décision aussi tranchée, aussi courageuse. Et cela ne peut que grandir la diplomatie sénégalaise. Absolument. Abdulaziz Ban, ce sommet de l'Organisation de la coopération islamique, finalement, qu'est-ce que tu en as retenu? Oui, un sommet que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt parce que déjà la question palestinienne nous préoccupe tous. Donc il fallait aujourd'hui avoir ce courage-là de faire ces résolutions, avoir ce courage-là pour le Sénégal déjà de montrer son soutien, tout son soutien au peuple palestinien. Donc aujourd'hui, il faut s'en réjouir parce que déjà avec le président de la République qui, dans un tel sommet, fait son discours en disant aujourd'hui il faut que le peuple palestinien retrouve sa liberté, retrouve tout ce à quoi il a droit. Donc il faudra donc permettre à ce peuple-là, au-delà de ce sommet, déjà saluer l'organisation de ce sommet-là au niveau déjà de la Gambie, de cette résolution que j'ai écoutée sur une radio internationale. Voilà maintenant le courage tant affirmé par le Sénégal, tant affirmé par l'OCI aujourd'hui, pour permettre à ce pays-là, aux Palestiniens, de pouvoir retrouver leur liberté et puis de s'affirmer dans ce monde-là. Aujourd'hui, au-delà de faire des communiqués, au-delà de ces résolutions, montrer au monde entier que le peuple palestinien a besoin de tout le monde pour pouvoir aussi exister déjà c'est ça. Et puis faire partie de ce monde-là. Le fait de ne pas se taire et d'affirmer son soutien, c'est déjà, comme disait tout à l'heure Alioune, un réconfort justement pour ce peuple palestinien. Ils ne sont pas seuls, il y a tout un monde autour d'eux. Toumani? Tout à fait. Alors moi, je vais saluer, comme Aline Badara l'a fait, et Ban, le discours surtout de tous ces chefs de l'État à l'égard de ces pays en guerre, tous ces pays qui membres justement de l'Organisation de coopération islamique, mais également saluer la couverture médiatique que la RTS a fait, bien sûr en collaboration avec la télévision nationale de la Gambie. La JRTS, bien évidemment. On en profite pour évidemment saluer encore une fois nos collègues sur place. Ils sont nombreux, tous les techniciens qui se sont déplacés depuis très longtemps et qui sont sur place. C'est vrai que ça fait plus d'une semaine qu'ils sont sur place. Le Sénégal a accueilli le sommet de l'OCI 2 fois déjà. Deux fois, on a eu à organiser. Et donc, avec l'expérience, on partage. Et ce n'est pas une première. Nos équipes se déplacent de temps en temps. Souvent, il y a un partage d'expérience entre les deux pays sur le plan de l'audiovisuel. La RTS accompagne souvent la JRTS également. Et ça, c'est à saluer. Peut-être un commentaire de notre invité, Mama Hicham Bondoy. Est-ce que vous avez suivi un tout petit peu ce sommet, la résolution finale? Oui, mais tout d'abord, j'aimerais vraiment, comme écho ce que tout le monde a dit sur ce plateau, de saluer l'engagement du président vis-à-vis de ce problème de la Palestine, parce que c'est surtout le fait de monter en crescendo dans les échos. Parce que ce qui donne la force à l'Israël, c'est qu'il y a beaucoup d'amis communication qui les supportent. Exactement. Tout à fait. De l'Israël, avec vraiment une famille puissante. Puissance du monde soutiennent Israël, donc que nous, Israël est le petit, vraiment le membre de la famille qui est un peu plus démuni, que personne ne regarde, parce que vraiment, côté économiquement, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux qui font qu'il pèse sur le plan mondial. Donc le fait que les pays islamiques se rallient autour de ce petit pays et essayent de vraiment supporter la cause d'Israël et vraiment de la Palestine, pardon, et vraiment plus que nécessaire. Beaucoup de gens se soulèvent à travers le monde, des jeunes, des étudiants, des différents mouvements. Tout à fait. Sur les universités aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants. Récemment, j'étais en train de voir en ligne un étudiant qui a flashé son téléphone sur les écrans pour montrer son engagement vis-à-vis de la Palestine. Donc c'est vraiment, il est temps que les chefs de l'État aussi, certains chefs d'État, surtout les chefs d'État des pays majoritairement musulmans, se rallient du côté de la Palestine pour qu'on puisse au moins arrêter ce massacre, carnage. Exactement, ce carnage. Et là où l'a dit, ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, c'est un génocide. Le mot est sorti et je crois que c'est le mot qu'il faut pour qualifier véritablement ce qui se passe là-bas. Et rappeler encore une fois qu'ils ont appelé également à un cessez-le-feu. Il faut absolument trouver une solution à cela. Et des solutions existent. Il faut juste la volonté pour pouvoir y arriver parce qu'à Gaza, des nombreuses
personnes sont en train de perdre la vie, des femmes, des hommes, mais également des enfants. Et c'est dramatique, tragique. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. La communauté internationale qui fait oui, non, peut-être, demain, après-demain. Silence coupable dans le politiquement correct, malheureusement, alors qu'il n'y a pas une vie qui soit plus précieuse qu'une autre. Il faut que ça cesse et je crois que le message doit être entendu ce matin. On va aborder un deuxième sujet maintenant et cela concerne cette fois-ci la campagne agricole chez nous, campagne agricole 2024-2025, avec cette enveloppe de 120 milliards de budget et de changements également annoncés à l'issue d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko. On entend évidemment des changements, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la distribution des semences. Eh bien, les forces de défense et de sécurité vont être mobilisées. On a également parlé de digitalisation, mais surtout, ce qui m'a le plus interpellée, c'est la transparence dans la distribution des intrants et des agréments, mais également la transparence dans le choix des bénéficiaires des subventions. Parce que pendant longtemps, on en a parlé. Est-ce que ces subventions, est-ce que ces intrants, est-ce que ces semences vont véritablement aux ayants droit, aux vrais agriculteurs à la base? On a longtemps posé la question, est-ce que ce ne sont pas des agriculteurs du dimanche qui s'accaparent de tout ça finalement et donc qui biaisent les résultats attendus? Je crois que cette fois-ci, avec la méthode ou les méthodes et les changements annoncés, la donne devrait probablement changer. Je vais commencer par notre agriculteur du dimanche, Abdoulaziz Ban. Il a un champ de quoi? De manioc. Non, c'est à Apira. Je pense que c'est... Non, mais tu as un champ à Ziguinchor aussi, non? C'est des mangues là-bas. C'est un berger. C'est un berger. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Hein. C'est une très bonne nouvelle, surtout confier la distribution à l'armée. On ne pouvait pas trouver mieux. Aujourd'hui, je pense que si on était au village, on allait voir des pères de famille, des familles même jubilées avec cette nouvelle-là. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, on nous annonce qu'on va distribuer des semences et autres. On ne fait qu'entendre. Mais en vérité, ils sont très minimes, ces populations-là qui voient ces semences, qui bénéficient également de ces semences-là, de cette distribution. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'armée, avec les nouvelles autorités et l'armée qui va se charger de la distribution, je pense que je vois que des gens, des maires, des futurs maires de Cité Keur Salam n'en vont pas en bénéficier. Et j'espère que c'est une excellente nouvelle, encore une fois. Et remercier le gouvernement pour ce choix-là, de pouvoir permettre à ces populations-là de retrouver les semences qui leur reviennent de droit. Absolument. Toumané? Je vais revenir peut-être sur le budget. Tu as parlé de 120 milliards, c'est quand même conséquent. Ouais, c'est énorme. Oui, la dernière campagne, on était à 100 milliards. Il faut voir justement que l'intérêt que l'État a justement pour la souveraineté alimentaire de notre pays. C'est important, c'est ça passe par là, c'est l'agriculture, c'est la base, bien évidemment. Mais ça c'est clair, c'est clair. Si vous n'êtes pas souverain sur le plan agricole, bon, vous n'aurez pas une sécurité alimentaire et vous serez éternellement dépendant donc des fluctuations du prix du baril à l'international. Les pays qui ont pu assurer cette souveraineté-là, on voit aujourd'hui qu'ils ont d'autres priorités de développement. Ils ne sont plus là à se dire, bon, on va faire des efforts pour baisser les prix des denrées de première nécessité. Ils ont d'autres objectifs maintenant. Aujourd'hui, ils sont en avance sur nous. Je pense qu'il est clair que l'Afrique ne peut donc s'écarter de ce chemin, et le Sénégal en particulier, parce qu'on a tout, vraiment, on a tout pour avoir une agriculture forte, une agriculture résiliente, capable de nourrir quand même cette petite population. Hein? Nous ne faisons même pas la taille d'un quartier de Pékin. Hein? Le peuple sénégalais, dans sa globalité. 18 millions dans un grand quartier de Pékin, c'est comme une goutte d'eau dans la mer, c'est rien du tout. Donc je pense qu'avec une bonne politique agricole, avec beaucoup plus d'engagement, avec une maîtrise véritablement, également des coûts de production et la sécurisation également de l'investissement concentré par l'État du Sénégal, on peut dans un proche avenir être vraiment souverain et autonome dans ce secteur-là, ô combien stratégique. Vous allez dans la vallée du fleuve Sénégal, vous voyez ces hectares de terres arables à perte de vue, mais qui ne sont pas exploités. C'est vrai. Parce que faute de matériel agricole, malgré tous les milliards investis, où sont passés en fait tous ces investissements-là? C'est parce que aussi, quelque part, il faut le dire, il y avait certaines pratiques peu catholiques, je vais dire peu musulmanes même, pour respecter vraiment l'équité. Parce qu'il y a le rapport qui est sorti dernièrement, on
On a vu des noms des parlementaires. Des parlementaires bénéficiaires de ces intrants agricoles. C'est incroyable. Vraiment, des parlementaires, ça dit, comme qui dirait maintenant, il y a des courtiers dans la répartition de ces intrants-là. Voilà, le terme des courtiers. C'est ça le terme des courtiers. Non, mais c'est des courtiers. Je suis désolé. C'est-à-dire, c'est des produits, c'est du matériel. Tout cela est subventionné par l'État, ça ne vous coûte pratiquement rien du tout. On vous l'accorde, on vous le donne. Vous faites du profit parce que derrière, vous revendez. C'est un secret de polichinelle. Ça se passe comme ça. Et c'est depuis Mathusalem. Maintenant que voilà, l'État a pris enfin le taureau par les cornes, espérons que les véritables ayant droit puissent bénéficier de cet investissement. Et avec l'apport de l'armée, au moins, c'est clair qu'à ce niveau, il y a un garde-fou qui est déjà érigé. Rigueur il y aura déjà. de la rigidité, de la transparence. Et enfin que les agriculteurs puissent vivre de leur dur labeur. En tout cas, vraiment, c'est réconfortant. C'est une bonne nouvelle. Il faut encourager, accompagner les nouvelles autorités pour que cette campagne-là soit vraiment un succès. J'ai envie de dire les braves agriculteurs. Et j'ai même suivi dans le journal télévisé un reportage sur deux, les noms vont me revenir, qui ont réussi à cultiver du blé en 3 mois et avec de très très bons résultats. Hein. Et ça, il faut le souligner. Alors c'est Antouman Kanouté qui était c'est à Matam et Abouba. Exactement, un reportage de Ibrahima Pabidjedjou. Ça, c'est des initiatives à soutenir, bien évidemment. On a toujours dit qu'on ne pouvait pas cultiver le blé là-bas. Et pourtant, c'est le cas. C'est bien possible. Tout à fait. Allez, on termine. Peut-être un petit commentaire de notre invité et puis on referme cette parenthèse. Ou de saluer la transparence du gouvernement. C'est important. Cet effort de transparence vis-à-vis de cette lancée vers l'inclusion. Parler aussi des enjeux alimentaires parce que c'est primordial, c'est la base de tout. Si on n'a pas assez à manger, on ne peut pas se concentrer sur autre chose. Comme on dit, un sac vide ne peut pas rester debout. Donc, que ce soit pour les enfants, finalement, qui puissent avoir quelque chose à manger, que ce soit pour ces jeunes aussi, de capter beaucoup cette force vive qui est là, qui pourrait chercher à vraiment s'investir dans l'agriculture, l'élevage, la pêche. Je pense que s'ils voient qu'il y a une certaine transparence, la digitalisation, elle est primordiale dans ça. Ils en ont parlé aussi, vraiment, la digitalisation. Voilà. Oui. Donc ça permettra, je pense, à créer tous ces emplois qu'on a besoin de créer. Parce que quand les gens se sentent confiants, qu'il y a vraiment des perspectives de faire quelque chose, ils vont vraiment se lancer dans l'agriculture et pouvoir rester et minimiser l'exode rural aussi. Oui, vous avez raison de parler d'emploi parce qu'évidemment l'agriculture c'est une niche d'emploi. On peut créer des chaînes de valeur et créer évidemment beaucoup d'emplois pour les jeunes aussi. Et la Covid nous a montré à quel point la souveraineté alimentaire est importante et donc nous devons aller vers cela. En tout cas, c'est la volonté des nouvelles autorités. On referme cette parenthèse en laissant la possibilité à nos téléspectateurs de réagir sur les réseaux sociaux. Il est 7h, on va passer à la chronique d'Abdulaziz Ban, le sport ce lundi, juste après ceci. On va démarrer avec le foot. Oui, avec d'habitude. La Ligue 1 avec la 22e journée, il faudra retenir la main d'Aline Badrakan avec Qu'est-ce qu'il y a? La Ligue 1. Jambar Iso ont fait match nul 0 partout. Dakar Sacré-Cœur qui étrit la Linguère de Saint-Louis 4-0. Aïe. Donc c'était je comprends mieux alors. Pour la Linguère de Saint-Louis. Le Casa Sport et l'AS Pikine ont fait match nul 0 partout. Union sportive de Gorée qui bat Diamono de Fatick 1-0, Sonacos Stade de Mbour 1-0 pour la Sonacos. Et puis le Jaraaf qui bat Teungueth Football Club, le deuxième au classement qui bat Teungueth Football Club 3-0. Et Génération Foot qui est allé à Guédiawaye battre Guédiawaye Football Club 1-0. Donc il faudra que je revienne sur ces deux matchs-là, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. C'est ça. Sur les cas de violence. Déjà entre le Jaraaf et Teungueth Football Club, il y a eu beaucoup de violence, quand même, il faut le dire. Et puis même après le match, il y a eu des tirs de gaz lacrymogène et autres. Oui, des bus caillassés, les bus de 2 clubs caillassés et autres. Et puis ce qui a retenu mon attention, c'est puis le match entre Guédiawaye Football Club et Génération Foot. Je voudrais aujourd'hui parler de ce corps-là qui souffre beaucoup, les arbitres. Hier, j'ai vu une image où, à la pause, les arbitres sont sortis. Il y a une dame qui est venue de nulle part, venue frapper l'arbitre. L'arbitre Roufaï Seck de la match Génération Foot Guédiawaye à Guédiawaye, venu frapper l'arbitre. Les arbitres ont été obligés de revenir au milieu du terrain pour faire leur pause là-bas. Ils n'ont pas regagné les vestiaires. C'était une supportrice, elle était dans le stade. Elle est venue frapper l'arbitre central.
Donc, ce sont des images-là que l'on ne peut pas voir, que l'on ne veut pas voir dans ce championnat-là. Des arbitres souffrent. Et puis, aujourd'hui aussi, quand les supporters réagissent, c'est parce qu'ils voient ça de leurs dirigeants. Oui. Je n'ai pas aimé l'attitude du président de Guédiawaye Football Club, l'ancien ministre des Sports, Lat Diop. Parce qu'il est descendu, proférer des menaces à l'endroit de ces arbitres-là. Incroyable. Voilà, quand les supporters voient ça, eux aussi, ils sont obligés de réagir. Donc c'est au président de club, c'est aux officiels, c'est maintenant aux supporters et aux techniciens de protéger ces arbitres-là. Ce sont des humains, ils sont là. Le problème, un des joueurs a reçu un carton jaune, l'a insulté l'arbitre. L'arbitre lui a remis le carton rouge. Et puis, c'est une chose qu'on ne doit pas faire sur un terrain de football. Et puis, les supporters n'ont pas compris, le président n'a pas compris, ils sont venus s'attaquer à l'arbitre. Et puis, quand on prive un arbitre à aller au niveau des vestiaires, c'est grave. À la pause, il doit aller au niveau des vestiaires, faire ses besoins et puis prier le temps de revenir pour officier encore pour le match-là. Mais je pense aujourd'hui qu'il faudra protéger. Je lance déjà le message au colonel Malan Djedjou, qui est le président de la commission centrale des arbitres. Il faut réagir. Il ne faut pas laisser ces supporters, ces présidents de clubs gâcher ce qu'on a le football, parce que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Donc, il faudra parfois dire non. Dire que ce week-end-là, on ne va pas arbitrer le match, il faut protéger ces arbitres-là. Je pense qu'en protégeant ces arbitres, il faut également faire développer le football sénégalais. La violence dans les stades, on en a parlé, hier, on a dénoncé. Massiré, il était au niveau du stade. On a sanctionné. Il a souffert. Notre caméraman Massiré, il a souffert. Avec les lacrymogènes, quand je l'ai appelé, il m'a dit actuellement il y a beaucoup de gaz lacrymogènes, je vais te rappeler. Le Djaraf aussi, tous les matchs du Djaraf sont sous tension. C'est compliqué. Tous les matchs du Djaraf sont sous tension. Djaraf Pikine, Djaraf Guédiawaye, Djaraf Tengué, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour que ça cesse? On a appelé les dirigeants à sensibiliser les supporters. Est-ce qu'on va vers des matchs sans Il faut sensibiliser les dirigeants. On demande à sensibiliser les supporters. Mais aujourd'hui, avec les images d'hier, il faut sensibiliser les présidents, les dirigeants, il faut les sensibiliser. Mais combien de fois on a sensibilisé? Il faut sanctionner. Hier, sur la pelouse de Guédiawaye, c'est des choses à ne pas faire. Non, je pense qu'il faut sanctionner. Je pense qu'il faut passer à l'étape supérieure, à la vitesse supérieure, c'est-à-dire en sanctionnant tout simplement. On a beau sensibiliser, il y a eu beaucoup de campagnes en tout cas de promotion donc de la paix, de la non-violence, de la paix, du fair play, tout ça. Dans le monde du sport ici au Sénégal, après le drame du match Stade de Mbour US Ouakam avec 8 morts si je ne me trompe pas. C'est mort pour un match de football, des gens qui étaient voulu passer un moment festif et qui sont décédés des suites donc de ces violences dans un stade. Ça c'est quelque chose qui n'a pas du tout honoré le Sénégal à travers donc le monde. Notre image en a pris un sacré coup. Et depuis lors, j'ai pensé que voilà, ils avaient suffisamment appris donc les acteurs du monde du football surtout de cela pour que plus pareil scénario ne puisse se répéter au Sénégal. Mais plus d'une fois, on l'a frôlé ces dernières années. Parce qu'on voit souvent ces échauffourées entre supporters. Vous avez parlé, par exemple, du duel épique Djaraf AS Pikine. À chaque fois que ces deux équipes, par exemple, se rencontrent, les supporters ne se déplacent pas. Les supporters ne se déplacent pas. Et puis, nous retournons notre souffle tellement nous avons peur que cela ne puisse déborder. Cela ne doit plus être le cas. Jadis, on allait au stade avec ses enfants. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris à aimer le football. On m'a fait aimer le football de la sorte. Souvent, mon père, quand il était question d'aller regarder un match de la Ligue de Saint-Louis, même en région, il m'a mené. Et avec lui, c'était vraiment un émerveillement. Mais est-ce que les enfants d'aujourd'hui, ils auront ce plaisir-là? Parce que les parents, peut-être, vont se poser des questions avant d'y aller avec leurs enfants. Je pense que c'est la quand même. Sur l'image, le match est terminé depuis et prendre des mesures vraiment, Sarah, draconiennes. Ah oui, il faut sanctionner. Là c'est les images du match d'hier. Oui, le match est terminé depuis 10 minutes. Vous voyez les gens venir menacer les arbitres. C'est incroyable. Personne ne réagit. Personne ne réagit. Ensuite, il y a le président qui vient ici. Vous le voyez? Là, c'est lui il vient pour calmer. Voilà, vous le voyez. Non, ça c'est... Voilà. C'est vraiment ce sont des images qu'on ne veut pas voir. Voilà. Ça, c'est honteux. Pour un ancien ministre, venir menacer un arbitre comme ça au milieu de terrain. Donc, quand les supporters voient ça, eux aussi, ils vont réagir de la sorte. Ce n'est pas digne d'un ancien ministre, surtout des sports. C'est assez compliqué. Aujourd'hui, le week-end prochain, si les arbitres disent qu'on ne va pas arbitrer, il n'y aura pas de match.
Parce qu'on ne peut pas jouer un match sans arbitre. Et la Ligue La Ligue aussi elle doit devait sanctionner. se fendre d'un communiqué depuis hier dans la soirée. On va attendre pour dire, oui, le tel jour tel va être sanctionné, alors que ça démarre par le président. C'est le président qui doit être interdit de stade pendant 2 à 3 semaines. Il faut sanctionner, comme on le fait en Europe. Il faut sanctionner les présidents pour que les supporters puissent comprendre aujourd'hui qu'il ne faut pas s'attaquer à ces arbitres-là, qu'il ne faut pas s'attaquer à des joueurs et puis disputer les matchs normalement. Parce que le public a commencé à venir, à supporter, à regarder les matchs de championnat. C'est dommage, hein, des images comme ça, on a... C'est grave. On a vraiment pas envie de respect d'en voir. envers au moins les forces de sécurité qui étaient là. Vous avez un policier qui prend la défense d'un citoyen, mais vous n'avez plus à vous avancer vers lui. Vous devez de rebrousser chemin. Et puis, ça, c'est... Je pense que ça, c'est l'image forte vraiment de ça. C'est dommage. Bon. C'est dommage. Et puis, Miss des Sports, venir menacer. Même l'arbitre, il devait promouvoir vraiment la non-violence, Ouais, le je fair vois play. le GGYFC, bon... On vous épingle ainsi, c'est malheureux. C'est compliqué. Moi, quand je vois des choses comme ça, que ce soit pour la lutte ou pour le foot, j'essaye de comprendre, mais je n'y arrive pas. C'est vrai que le sport, c'est la passion, mais c'est surtout et avant tout le fair play. Et c'est ça que les gens doivent comprendre véritablement. L'autre jour, vous étiez à Thiès. Oui, j'étais à Thiès. Giraffe Génération Foot. Il y a là aussi, j'ai eu peur. C'était compliqué. Honnêtement, je suis restée dans ma voiture parce qu'on a dû mobiliser les forces de l'ordre justement pour calmer les supporters qui sont même allés ce jour-là menacer le coach, cette fois-ci, non pas de Génération Foot, mais plutôt du Giraffe. Malik Daf. Malik Daf demandait des explications, c'était très compliqué. Bon, la 22e journée de la Ligue 2 maintenant, j'imagine que là-bas, il n'y a pas eu de... Non, là-bas, ce sont des gens civilisés parce qu'ils se respectent même sur la pelouse. Il y a eu beaucoup de 0-0. Entre Walidan et Renaissance Sportive Doyo, c'est 0 but partout. Entre Guermadior et Ndjambour, 0 but partout. Entre Niari Tali et AS Douane, 0 but partout. Entre Oslo et Seneps, 0 but partout. Et le Dakar University Club a battu Amitié FC par 1 but à 0. 1 but partout entre Agel et HLM. Et puis Thiès FC et Demba Diop ont fait match nul. 2 buts partout. Fin du premier module pour la licence C. Là, on parle du foot féminin. Avec un bilan satisfaisant qui est tiré qui a porté pour le premier module qui a porté sur la construction et la conduite d'une séance d'entraînement pour des jeunes âgés de 12 à 16 ans. Voici donc à ce propos Seydine Dirsek, chargé du foot féminin à la Fédération sénégalaise de football, Oulimata Sey, stagiaire, et Mbayang Thiam, formatrice. Premier module. 5 jours bénéfiques, 5 jours vraiment très fructifiants, du moment où on a vu que sur le plan théorique ou pratique, les entraîneurs se sont investis et ça, c'est une bonne option pour la suite. Les entraîneurs que nous avons ici dans ce premier module, comme j'ai dit tout à l'heure, ont été très réceptifs du moment où c'est une suite logique dans leur carrière d'entraîneur, dans leur formation. On a su marquer beaucoup de points positifs. Je suis ravie d'être là parce que ça me permet de franchir une étape. On est là aussi pour apprendre, pour se former justement. Il est important de se former dans la carrière d'entraîneur. Et donc voilà, c'est hyper enrichissant d'être là aujourd'hui. Ben écoutez, on a fini le premier module et ça s'est très bien passé. On a travaillé dans une très belle atmosphère. Il y a eu de la théorie, de la pratique aussi. Et donc voilà, on est là pour apprendre et on a appris. Nous sommes très ravis de se retrouver ici à Toubab Dialaw avec tout ce groupe-là d'anciennes joueuses qui sont là en fait pour peaufiner un peu leur carrière d'entraîneur. Avec ce stage de licence C offert par la CAF en partenariat avec la Fédération sénégalaise de football. Nous remercions au passage la CAF pour nous avoir permis de vraiment faire un stage exclusivement réservé aux dames et l'appui considérable aussi de la Fédération sénégalaise de football. Je ne peux que m'en réjouir en tant que présidente de la commission de football féminin parce que nous, notre objectif, c'est vraiment promouvoir le football féminin. Si aujourd'hui, on a autant d'entraîneurs qui sont formés, on peut avoir de l'espoir qu'on va avoir dans le futur de très, très bonnes joueuses.
Allez, retour en plateau. Et on va parler maintenant de la Basketball Africa League. L'AS Douanes qui a signé son premier succès hier. Après sa défaite samedi face au Nigérian de River Hoppers, l'AS Douanes a battu l'US Monastir hier par 76 à 59. Une belle victoire pour les Gablots qui ont su relever la tête après la défaite de samedi. Voici Momodou Pabi Gueye, le coach de l'AS Douanes. Je pense que nous avons toujours le même engagement, le même caractère. Seulement, la réussite que nous avions hier, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Parce que si vous avez vu les stats, hier, on était presque à égalité sur les rebonds, que ce soit sur le rebond offensif, sur le rebond défensif. Mais le seul hic, c'est au niveau du scoring, c'est au niveau des tirs ouverts que nous avons ratés hier et qu'on a mis aujourd'hui. C'est mieux de travailler en gagnant que de travailler en perdant des matchs. L'US Monastir, nous le jouons comme nous jouons pratiquement tous les matchs. Vous savez, en basket, la clé de la victoire en basket, c'est bien défendre, assurer les rebonds, faire un très bon repli, comme il se doit. Aujourd'hui, tout ça, on l'a réussi. Et pour terminer le tout, nous avons mis beaucoup plus d'intensité quand même sur les tireurs. On était beaucoup plus éveillés pour pouvoir eu l'opportunité aussi de couper énormément de ballons et aller rapidement en transition offensive et marquer des paniers faciles. Ah, je suis contente pour l'AS Douanes, véritablement. J'ai eu mal après le premier match. Ils étaient un peu pressés, il y avait la pression aussi peut-être. Incompréhension entre les joueurs. Parce que ça arrive, le coach l'a rappelé en conférence de presse samedi. Il y avait beaucoup de précipitations. C'est ça, dans le premier match. Mais ils se sont bien rattrapés. Même dernièrement, quand ils ont été finalistes, ils avaient perdu leur premier match. N'empêche, ils ont su relever la tête hier. Et puis, avec le public, ce que j'ai beaucoup apprécié, le public derrière, avec les sabars, les djung-djung et autres qui accompagnaient l'AS Douanes, c'était bien. Il nous reste 1 minute pour terminer ta chronique ce matin. Quand on parle de basket, là... Alioune ne commente pas les performances de l'AS Douanes. Quand on parle de foot, c'est le contraire. Il dit, bon, l'AS Douanes, c'est pas beaucoup de supporters, c'est pas grave. Mais dans le basket, c'est un autre discours. C'est un autre discours. Non, dans le basket, on peut toujours maintenir le pavillon Douanes. C'est bien, parce que ça permet vraiment au Sénégal aussi de briller sur la scène continentale. Mais pour le football, je pense qu'il faudrait une réforme des clubs du Sénégal pour que l'AS Douanes puisse sponsoriser, être le sponsor d'un club traditionnel. Tout à fait. Par exemple, qui serait vers le centre-ville de Dakar, hein, par exemple, Dial Diop. Oui, à Dial Diop, ils ont déjà... Vous savez pourquoi Dial Diop? Dial Diop, c'est un club historique, un club qui a du vécu, qui a du public. Il y a l'ancienne SG de la... Alors que ces activités se déroulent au centre-ville. Entre le port, très grand mécène, hein? Même si ça ne va pas faire plaisir aux douaniers. Hein? Parce que quand l'AS Douanes joue, vous pouvez connaître les familles des douaniers, quoi. Hein? C'est juste monsieur, voilà, madame, et voilà, les enfants. C'est qui a voulu ça. C'est moi qui ai ouvert la parenthèse. Alors que c'est la Ligue de Saint-Louis. C'est la Ligue de Saint-Louis, c'est toute une ville, toutes les gens qui vivent. Tu en parles maintenant. La Ligue a perdu 4-0 ce week-end. On termine avec la lutte. Le mécène, justement, qui a battu Satiès. Et ça, c'était hier aussi. Tout à fait. Vers 22h30, 23h. Oui, moi, je n'ai pas suivi jusqu'à la fin. Mossène de Taïching est venu à bout de Satiès de l'école de lutte Double Less. L'expérience de Mossène a eu raison de la jeunesse de Satiès. Retour sur ce combat disputé hier à l'Arène nationale. Attention KO, attention KO, attention KO. KO. Satiès, Mossène, KO. Attention KO. Dor, attention KO. Machallah. Dor. Mossène, il faut faire nakare. Dor. Waaw. Sogo. Toujours nee naa am na croisé bu mu koy dóor. Nee da koy dóor croisé. Sogo. Weccoo nañu ko. Sogo. Weccoo nañu ko Mossène Satiès. Mossène sukuna. Tay am wala lan. Mossène ak Satiès. Won nañu bëre. Waxal na ay galgal na ko. Galgal na ko. Galgal na ko. Mossène takk na Satiès. Mu koy jaay doole. Mossène. Satiès dafa 8 minutes 40 secondes. Gis nga 8 minutes 40 secondes. Mossène. Mossène daan na Satiès. Lan moo xew
L'expérience. Lan moo xew. Il connaît la réponse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de dire bravo à Il s'est passé que Sa Thiès a été intéressé par Vraiment, Coco Laila, il a assuré. Cette fois-ci. Il n'est pas venu avec le boubou vert cette fois-ci. Du tout. Mais il y avait un morceau vert quand même. Allez, merci beaucoup, mon cher Van. Et félicitations à Eumeu Sène pour cette belle victoire. En avance, on passe à la première partie de la rubrique invité. Ça, c'est Marfous Diop qui remet les images, parce que Eumeu Sène, c'est son lutteur. Voilà, il était très content hier. Voilà, il nous remet ça. Il n'a pas le droit de décimer toute une famille comme ça dans l'arène. Ça également, ça famille de Balla. Deux sur Balla. Et une victoire sur Sa Thiès. Troisième victoire de rang dans une famille. Oui, aussi. Il reste la bête noire finalement. De Guédiawaye. 2 victoires sur Balla, une victoire sur Lac de Guerre 2, et puis sur Sa Thiès. Et puis Sa Thiès qui enregistre sa 3e défaite. Aïe. Bon, après Boy Niang, Malick Niang et Moussel. 7h17, on passe à la première partie de la rubrique invité, juste après ceci. La lutte, il y a beaucoup d'argent à gagner là-dedans. Aussi, le sport de manière générale, et quand on gagne autant d'argent, et même parfois très peu, eh bien, il faut quand même savoir gérer ses sous. L'éducation financière, l'épargne et l'investissement, c'est le grand thème de la rubrique invitée de ce matin avec Mme Aïcha Mbondoy, qui est notre invitée à Lune. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous, un honneur, je vais dire vraiment, de recevoir donc Mme Ndoye, diplômée donc de cette prestigieuse université qu'est donc St. John University, mais surtout, elle a eu à travailler dans cette haute place des finances, de la finance mondiale, qui est donc Wall Street, qui fait rêver. Wall Street, quand on parle de Wall Street, avec ses traders, voilà, la cotation, voilà, les valeurs qui montent, qui descendent. D'un coup, on perd toute sa richesse. D'un coup, on devient milliardaire. On devient multimilliardaire. C'est incroyable en ce monde. Et vous y avez travaillé. Oui. Alors, pourquoi revenir au pays après avoir travaillé dans un... si prestigieux. Dans un milieu aussi prestigieux qui fait rêver tous les financiers du monde. Madame Ndoye. Oui, parce qu'à un moment donné, certains d'entre nous se sentent un peu mal dans leur peau. On se dit, bon, je pourrais aussi aller faire profiter de mes petites connaissances à mon pays. Parfois, on a cette envie. Je dis toujours que c'est comme si tu avais laissé ton enfant quelque part, sans dîner, et tu es quelque part avec un bon dîner. Tu te sens un peu mal à l'aise. Il y avait un moment donné où je n'étais plus à l'aise. Il fallait que je revienne, que j'essaye de faire ma marque. J'avais commencé à avoir des enfants personnellement et je voulais aussi qu'ils apprennent la culture locale, etc., qu'ils ne soient pas des Américains à 100%, mais aussi des personnes imprégnées de la culture sénégalaise. Donc beaucoup de paramètres qui ont fait que j'ai pris la décision de rentrer. Et je ne l'ai pas regretté. Ah, machallah, ça fait plaisir. Et c'est un appel, une invite à tous nos autres compatriotes établis à l'étranger à revenir au pays pour que l'on puisse profiter de leur expertise si reconnue à l'international. Alors, en décidant de revenir au Sénégal, vous avez décidé de vous attaquer à un secteur assez sensible qu'est l'épargne et l'investissement dans notre pays. Parce que nous n'avons pas tellement cette culture, la culture de l'épargne, mais également de l'investissement. Surtout la gente féminine, qui peut économiser toute une vie et puis tout flamber en une soirée. Dans ces histoires comment on dit encore ça? Yebbi, voilà, honorer la belle famille. Bon, c'est parti d'un constat personnel, parce que l'argent est quelque chose qui est très émotionnel. Donc, vous pouvez être formé en finance de base, mais les finances, la gestion de l'argent d'une structure, d'investissement d'une autre personne est très différente quand il s'agit de votre argent personnel. Il y a un déconnect qui se produit au niveau du cerveau où on a envie de se faire plaisir et on va vers cette route-là, vers la facilité, vers la satisfaction instantanée et on se retrouve, malgré de bon travail, à devoir vraiment regarder ses finances et avoir un peu peur de ce qu'on voit. Donc c'est parti d'abord d'un constat personnel. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vraiment... j'ai beaucoup d'opportunités au milieu du monde. Voilà, on a côte à côte réussi. Mais après, quand tu regardes tes fonds personnels, tu te dis, j'aurais pu faire ceci, cela. Donc c'est parti d'abord d'un recadrage personnel. Et une fois que j'ai vu que vraiment ça portait ses fruits, je me suis dit, je vais partager ça avec tout le monde et en constater que le problème était plutôt général. Et c'est mondial. Mondial, mais oui, c'est pas juste au Sénégal.
Alors, comment vous expliquez cette non-culture de l'épargne, de l'investissement? On investit pratiquement que dans l'immobilier dans notre pays, généralement, parce que c'est plus rassurant. Oui, c'est plus rassurant. On n'a pas le goût du risque. C'est plus rassurant. C'est pas un mauvais investissement parce que l'immobilier, le foncier ont cette tendance à vraiment avoir un poids assez solide pour contrer les inflations. Donc, c'est un investissement qui est assez bien et les terres sont disponibles. Allez-y à fort. Allez-y. J'encourage tout le monde à vraiment investir dans l'immobilier. Mais la culture de l'épargne est quelque chose qui vient de... D'abord, il y a une culture financière. La culture financière est quelque chose que l'on acquiert par rapport à nos croyances, notre environnement, les choses auxquelles on croit, etc. L'entraide, le social, etc. Donc, il y a un aspect social et culturel qui vient se greffer aux finances et qui fait qu'une personne ou un peuple se comporte d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est ça, c'est la raison principale pourquoi on n'a pas vraiment une culture financière. Mais les gens qui sont capables de se forger, de un peu changer la donne, eux sont capables de se détacher du lot et de construire un patrimoine. C'est que ce n'est pas la volonté qui nous manque. On a tous envie d'épargner à la fin du mois, de mettre quelque chose à côté, mais il y a la demande sociale, il y a la pression sociale, et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a envie de se faire plaisir aussi. Alors dans ce contexte-là, comment réussir à épargner finalement? Bon, il faut se sauver de soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, quand il s'agit d'épargne, on ne peut pas dépendre sur sa bonne volonté, ni sur l'envie de faire face à tous ces besoins qui sont là, qui seront toujours là et qui vont toujours monter en crescendo. Donc, quand il s'agit d'épargner, c'est quelque chose que vous incorporez à votre routine dès le départ. Par exemple, vous travaillez pour une structure et vous allez demander à votre responsable RH de me virer peut-être 5% de mon salaire ou 10% de mon salaire dans un autre compte, qui est différent de mes comptes courants ou de mon compte d'épargne, qui est lié à mon compte courant, et ne pas faire à chaque fois virer quelque chose en épargne, et dès qu'on a un peu les fonds lots, on se le revire en... C'est ça, quand c'est compliqué, on retourne. C'est pas la chose à faire. C'est pas la chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment détacher le compte d'épargne dans lequel on aimerait utiliser ces fonds-là pour investir, les détacher carrément. Moi, je dirais même aller dans une différente banque, ne pas avoir de compte bancaire par rapport à ces comptes-là, et demander à votre responsable RH de vous virer cet argent directement dans ce compte-là. Quand c'est loin des yeux, c'est loin du cœur, et c'est surtout loin de... Et vous oubliez. Et vous oubliez. Okay. Et vous pouvez vous constituer une épargne comme ça. Mais l'objectif principal d'une épargne, c'est pas juste d'amasser de l'argent et de vraiment regarder son compte grossir. L'objectif de l'épargne, il y a plusieurs types d'épargne. L'épargne première, c'est vraiment l'épargne des fonds d'urgence pour réparer sa voiture, faire face à un enfant qui est malade. Si vous avez une femme qui est maladive, donc c'est une épargne qui vient pour la soigner, ou telle ou telle chose qui sont des urgences qui peuvent venir dans nos vies. Parce que les urgences, ça va toujours arriver. Donc, constituer une épargne de fonds d'urgence, c'est à peu près 3 mois de salaire, 6 mois de salaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on constitue du jour au lendemain. On le fait à compte-gouttes jusqu'à ce que l'épargne se constitue. Par exemple, on se dit, je suis journaliste, peut-être que c'est un peu moins facile de se trouver un travail en tant que journaliste ailleurs. Donc, combien de temps il nous faudrait normalement pour retrouver un emploi, si je devais perdre mon emploi, par exemple. Et on se constitue en épargne de 3 mois ou de 6 mois par rapport à sa facilité à redevenir actif sur le monde du travail. Donc, c'est soit 3 mois, ça peut être 1 mois, si c'est un travail qui est vraiment facile à obtenir, ça peut être 6 mois, etc. Donc, on constitue un fonds d'urgence d'abord. Ensuite, on épargne. Une fois que c'est fait, on laisse et on range cette épargne-là. Ça doit être accessible, facilement retrouvable, c'est-à-dire que si vous avez besoin de cet argent-là en plein milieu de la nuit et vous devez aller à l'hôpital pour votre argent, l'argent doit être disponible. Ça ne doit pas être sur un compte bloqué, comme le font certains. Non, un fonds d'urgence ne peut pas être sur un compte bloqué, ça ne peut pas être investi dans des instruments qui pourraient prendre du temps pour les reconvertir en cash, ça doit être assez liquide. Voilà. Donc, il doit être disponible au moment où on en a besoin. À chaque fois qu'on prend dedans, on remplace cet argent-là. Et une fois qu'on a cette épargne-là, moi, c'est le seul que je considère vraiment comme épargne. Tout le reste devient un investissement. Maintenant, comment épargner pour les investissements? C'est d'avoir d'abord des objectifs. Parce que la plupart des gens ne sont pas clairs par rapport à ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Ils ont beaucoup de souhaits, mais pas d'objectifs. La différence entre un souhait et un objectif, c'est d'avoir un plan, de le concrétiser, de l'écrire
c'est très bien d'écrire ses objectifs, de pouvoir se les rappeler, parce que parfois on se perd dans tout ça. Avoir un plan par rapport à cela, qu'est-ce que je dois faire? Je veux peut-être acheter un terrain, éventuellement construire une maison. Combien il me faut pour ce terrain-là? D'avoir établir cet objectif. Mais ça, c'est un objectif raisonnable. Voilà. Différent, par exemple, de ce ou bien de celui de notre ami Mahfouz, le réalisateur de l'émission actuellement. Oui. Son projet de vie, c'est de faire le tour de l'Afrique, de faire toutes les capitales africaines pour faire une grosse production sur le continent et tout cela. Connaissant notre ami Fouz, déjà, Fouz, vous me payez mon dû là, hein, voilà, endetté jusqu'au cou, ça, c'est pas faire preuve quand même de sagesse. Hein. Il faut être raisonnable dans l'objectif. Hein. C'est bien d'être ambitieux, mais pas trop quand même. Hein. Non, ça, je ne serais pas d'accord. Il faut rêver grand quand même. Effectivement, oui, il faut rêver grand. Mais être raisonnable. Hein. Les pieds sur terre. Hein. Non, mais il faut être fou, il faut rêver grand. Voilà, et si on ne rêve pas grand, on ne peut jamais faire de grandes choses. Maintenant, moi, je me dis que c'est très... Regardless of... Donc là, vous encouragez Mahfouz, par exemple? Fouz, vous l'encouragez là? Je l'encourage à 100%. Il n'a qu'à juste établir une stratégie et le faire étape par étape. OK. Voilà. Okay, c'est bien. Moi, j'aimerais votre avis concernant un type d'épargne qui est, disons, qu'on retrouve plus ou moins ici au Sénégal et un peu aussi dans le monde entier, hein, parce qu'en Angleterre, etc., ce sont les bijoux en diamant, ce sont les couronnes en diamant. Ici au Sénégal, par rapport à notre culture, nos grands-mères avaient l'habitude d'acheter des bijoux en or pour, je sais pas, on va dire peut-être investissement, parce que vous avez dit que si c'est de l'épargne, il faut que ce soit liquide quand on en a besoin. Là, c'est finalement de l'investissement, mais tout en sachant que ce sont des bijoux bien qui peuvent revendre, mais qui vont soit monter par... Enfin, parce que c'est de l'or, d'ailleurs, d'habitude, ça monte bien ou ça descend. Et dès que ça descend, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est de l'investissement, finalement, même si des fois, on peut perdre carrément. Oui, en termes d'or, c'est un investissement, c'est une manière de diversifier son portefeuille, en fait. Donc, quand on a le fonds d'urgence, on a ces objectifs qu'on a déjà établis par rapport à telle chose, et qu'on décide d'investir dans l'or, c'est une manière de garder son argent, mais ce n'est pas quelque chose, un investissement où on va se retrouver avec des turnovers qui sont assez larges. C'est vraiment un moyen d'immobiliser un fonds dû, un montant déterminé, tout dans cette immobilisation, mettre en facteur le fait que cet argent pourrait déprécier en 10%, parce que la dépréciation de l'or n'est jamais un pourcentage assez énorme. Donc la majeure partie de la somme est conservée. Donc c'est un bon investissement. C'est un bon investissement. C'est un moyen très sûr de garder de l'argent, comme les fonciers d'ailleurs. Ce que font nos dames, les avec et autres, est-ce que ça c'est de l'épargne ou bien c'est quoi? De quoi? Avec. Ce que font les femmes avec, oui. C'est une tontine, hein? Oui, c'est les tontines. C'est une tontine où elle se prête de l'argent et elle se repaie elle-même les intérêts. Oui, les tontines. Voilà. Chaque fin du mois ou chaque semaine, on met de l'argent ensemble et après, on fait un tirage et l'une d'entre nous va garder la somme. Exactement. Maintenant, avec c'est différent. L'enveloppe où elles se prêtent entre elles l'argent. Et maintenant, je te prête, par exemple, on a un avec de 1 million et on prête à une personne 100 000 francs. Maintenant, elle devra repayer 110 000 francs, par exemple. Donc, c'est une manière de gonfler un peu le fonds. C'est assez raisonnable parce que de toute façon, à la fin du compte, c'est une manière d'augmenter son épargne sans pour autant s'en rendre compte. Alors, en parlant de... vous n'avez pas terminé? Allez-y, allez-y. Non, je disais que c'est une excellente manière d'encourager les gens à mieux épargner. C'est un peu de la microfinance. C'est un peu de la microfinance, oui, parce que ça ne peut pas vraiment atteindre certaines sommes. OK. Vous restez en plateau avec nous. Il est 7h30. Le sujet est tellement passionnant, mais bon, oui, bien sûr. D'autres questions, mais dans la deuxième partie. On reviendra pour d'autres questions dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie également, la chronique Tendance avec Toumani. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment en direct sur la page Facebook RTS1. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci de votre fidélité. On va suivre le clip du jour et juste après le clip du jour, ce sera le bulletin d'infos. On revient dans un petit moment. À tout de suite. Ah, j'ai pas compris ce qu'on me dit à la réalisation. Alors, très bien. Je voulais revenir sur... Allez-y. Alors, j'avais une question sur un peu le modèle Baol-Baol, de nos parents Baol-Baol, que vous avez dû rencontrer certainement dans les rues de New York, de ces grandes villes américaines. Quand on parle de l'éducation financière, de la promotion de l'éducation financière et de l'investissement, je pense qu'on pourrait les prendre comme de bons modèles.
qu'on pourrait dupliquer un peu partout en Afrique. Oui, parce que c'est vraiment, quand on parle de Baol-Baol, on imagine déjà une personne qui est en train de travailler, qui produit des ressources, mais qui ne vit pas au-dessus de ses moyens. Ouais. Donc le Baol-Baol a tendance à vraiment respecter un budget qui est assez strict et tout ce qui reste de cet argent, on le réinvestit. Donc c'est à la... Ça coûte cher, parfois on arrive à épargner, mais vous savez, vous connaissez l'histoire de ce monsieur qui est allé s'endetter. Donc, qui a pris un prêt pour se marier et il n'a pas fini de rembourser son prêt, mais il a divorcé. Il doit quand même continuer à rembourser la banque dans tous les cas. C'est des situations assez drôles, mais c'est des réalités vécues véritablement. 7h35, voici le bulletin d'info. Dans un petit moment, la suite, à tout de suite. La cause palestinienne était un point saillant de ce sommet. En condamnant ce qu'il considère comme un génocide, l'OCI fait un grand saut. Il fallait qu'on puisse nommer, appeler un chat, nommer le mot génocide dans la déclaration. Il fallait que l'OCI prenne une position beaucoup plus forte par rapport à ce qui se passe à Gaza, par rapport à l'exigence et à la demande de la communauté internationale. Si vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, il y a des étudiants, toutes les universités américaines sont en ce moment en train de bouillonner avec les étudiants qui revendiquent que leur État prenne... Donc si les États-Unis, les étudiants veulent vivre en Amérique, je pense que l'OCI, qui est la Oumma islamique, peut prendre une position beaucoup forte pour la solidarité envers le peuple palestinien. Le Sénégal, fidèle à sa position, est resté constant. Pour Dakar, ce sommet était un rendez-vous d'autant plus important qu'il se tient chez le voisin avec qui il a des liens séculaires. Le président a pensé important de participer à ce sommet par rapport à la position de leadership que le Sénégal a toujours occupée par rapport à la cause palestinienne. Vous savez que l'OCI a été créé pour poser la question palestinienne au niveau international pour y trouver des solutions. Donc il était important que le président aussi soit présent à ce sommet-là. Le sommet aussi est organisé par un pays frère, par la Gambie. Et c'était aussi un geste fort pour venir en solidarité au peuple gambien, à l'État gambien qui était host, qui a accueilli donc le sommet. Et nous pensons aussi que au niveau, le Sénégal a un rôle à jouer au niveau multilatéral. Et c'est la position du Sénégal, si on voit l'intérêt de toutes les délégations qui ont voulu rencontrer le président, l'intérêt aujourd'hui que suscite le Sénégal au niveau international, au niveau multilatéral, au niveau panafricain, il était important que le président se déplace et soit ici personnellement pendant 48 heures. Après la clôture des travaux, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a repris le chemin de Dakar, où il est arrivé dans l'après-midi de ce dimanche. La cause palestinienne était au cœur de l'entretien que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé à l'envoyé spécial de Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Riyad Malki a salué au nom de l'autorité la position que le Sénégal a toujours défendue dans ce conflit. Une tradition que le chef de l'État compte maintenir et renforcer. Le président Bassirou Diomaye Faye a apprécié la reconnaissance du peuple palestinien envers le Sénégal. Les dirigeants de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture ont également été reçus par le président de la République. Dr Salim El Malik est le directeur général de l'ICESCO. Comme vous le savez, le Sénégal est un pays fondateur de l'ICESCO, est un pays actif au sein de l'ICESCO, un pays qui peut et qui aussi présente énormément de contributions, que ce soit dans le domaine de l'éducation, des sciences et la culture, au sein de la communauté du monde islamique et au sein aussi de la communauté internationale. Donc l'ICESCO bénéficie pleinement de toutes ces capacités et toutes ces perspectives et ces opportunités qui sont des opportunités utiles pour l'ICESCO et utiles aussi pour le monde islamique. Cher Chakbout,
secrétaire d'État aux affaires africaines des Émirats arabes unis, a également été reçu par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il a assuré de l'engagement de son pays à accompagner le projet de développement que porte le chef de l'État. Le président Bassirou Diomaye Faye s'en réjouit et compte consolider les acquis portés par un partenariat dynamique et multiforme, touchant des domaines comme l'agriculture, l'énergie, la formation professionnelle ou encore les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Enfin, le secrétariat permanent sénégalo-gambien, un instrument dont la particularité est expliquée ici par le secrétaire exécutif, Elhadji Ibou Boye. On a cette structure qu'avec la Gambie. C'est le secrétariat permanent sénégalo-gambien qui est chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la coopération. Nous travaillons également beaucoup sur les questions de frontières, en termes de sensibilisation et de prévention au niveau de toutes les zones transfrontalières. Alors, donc, cela dit, le président a parfaitement compris mon message sur la spécificité de la coopération entre nos deux pays. Alors, il m'a rassuré que son option, c'est de faire en sorte que la coopération entre le Sénégal et la Gambie soit le plus développée possible. La Banque islamique de développement, un partenaire de haut rang. Son président, Mohamed Al-Jasser, a assuré du soutien continu de l'institution au Sénégal, surtout dans la perspective de mise en œuvre du projet cher au président Bassirou Diomaye Faye. Remerciant son hôte pour la visite, le chef de l'État a insisté sur l'approche programme qui permettrait d'éviter la réalisation de projets éparpillés, une idée bien appréciée par le président de la BID. Notez que des messages de félicitations ont été adressés au président Bassirou Diomaye Faye durant toutes ces audiences. Sur l'instruction de M. le Président de la République, je suis venu représenter l'État pour cette cérémonie de clôture. Et on a transmis au Khalif les salutations de son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, mais aussi de l'ensemble du gouvernement. Et vraiment, nous avons souhaité recueillir des prières, mais aussi recueillir vraiment les observations par rapport à cette édition du Dakar, pour pouvoir améliorer l'année prochaine l'édition de l'année prochaine. Donc il y a une entière satisfaction d'après le Khalif, ce qu'il nous a dit. Tout a été vraiment, les engagements ont été presque 100% respectés. On a pu redresser quelques petits problèmes qu'on a gérés en cours de Dakar, parce que vous savez que c'est 10 jours de dévotion, 10 jours de retraite spirituelle. Là où il n'y a rien, où il faut créer un monde, créer une ville et amener tout et mettre à la disposition des gens, ce n'était pas facile. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a pu régler tous ces problèmes. Et aussi l'engagement de nos plus hautes autorités qui se sont investis pour mettre des moyens à nos dispositions nous a permis d'organiser un truc. Donc c'était ça la quintessence de mon discours, mais aussi rappeler aux fidèles qui étaient là que nous devons retourner dans les maisons. Retourner, ça nécessite que les gens soient calmes au retour, soient posés, mais qu'ils respectent les consignes de sécurité. Parce que sur la route, maintenant, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'insécurité et c'est lié au comportement des populations. Mais nous voulons que tous les pèlerins qui quittent nos grands se rentrent tranquillement chez eux, mais dans le strict respect des consignes. Ce qui veut dire quoi? Il y aura de la rigueur sur la route pour que les gens se respectent ce qu'il faut. Nous ne voulons pas d'accident. Nous voulons renforcer la sécurité routière, donc il faudrait que les gens respectent les consignes. Walfadjri qui renvoie à l'aube fraîche prend feu en soirée. Ce qui est arrivé est une catastrophe pour un groupe déjà fragilisé par une succession d'événements d'infortune, en dépit de la volonté de ses travailleurs de surnager dans un contexte difficile. Le feu est venu dévaster un outil de travail qui, à vrai dire, n'appartient plus qu'au seul porteur d'un projet né de l'ambition d'un homme, feu Sidi Lamine Niasse. Il a osé se lancer dans la presse avec d'abord un mensuel éponyme en 1984. La suite de l'histoire, on la connaît, avec d'autres titres comme Walf Grand Place et Walf Sport. Puis, la bande FM est investie. Sur les starting blocks, des anciens de la RTS entourés de jeunes enthousiastes. Une belle aventure radiophonique avec ses temps forts, comme l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade au pouvoir et l'inoubliable naufrage du Diola.
Au début de ce troisième millénaire d'espérance, Walf TV est sur satellite contournant les difficultés d'obtenir une fréquence. Ce n'est qu'autour de 2007 qu'un signal clair est accessible à tous. Walfadjri, c'est une odyssée à travers une jungle médiatique épineuse ou une mer houleuse de méduses. La liberté de ton, parfois considérée comme excessive, a valu bien des déboires à Walf qui ne cherche pas toujours à plaire au prince. On croirait même que le média veut déplaire. Mais tant que cela reste dans les limites des principes fondateurs du journalisme, de la déontologie et de la responsabilité, ça s'entend. Les différentes alternances politiques au Sénégal depuis l'an 2000, le groupe y aura contribué par l'éveil des consciences populaires, se mettant souvent à dos des autorités frileuses, promptes à cisailler son signal et à menacer de retirer sa licence. Dans cet incendie, du précieux et coûteux matériel a été perdu, mais les vies sauves s'impatientent de reprendre l'exaltante mission d'information des sans-voix. Si la question d'une nécessaire assurance se pose, il est attendu, dans l'urgence, une contribution solidaire, volontaire, la plus large, pour que Walf TV soit de nouveau on air. 7h45, bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Bon matin et merci de choisir Quinqueliba. Place à la chronique tendance avec Toumani. Premier sujet, ce matin, on va aux cérémonies des flammes. C'est bien cela? Ça se passe en France et je vous propose de regarder les images, un peu rappeler que les flammes, aussi connues sous le nom de Flamme Awards, lorsqu'on dit Awards, un peu vous pensez à quoi? C'est vraiment une cérémonie de remise ou bien de récompense musicale française décernée aux artistes français de la musique urbaine. Alors lorsque je parle d'artistes français de récompense et que vous voyez ces images, vous voyez des Arabes, des Africains, vous ne posez pas des questions, vous, sur le plateau. Alors on parle de musique française, de récompense des artistes français et pourtant ce sont ces artistes-là, oui, français de par leur nationalité finalement, ils sont nés là-bas, etc., mais d'origine africaine. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de musique française, la question qu'on se posait, c'est est-ce que ces Africains, ces artistes d'origine africaine chantent en français ou font de la musique française? Et je pense que si on va jusqu'à les récompenser, si on va jusqu'à récompenser des artistes français et qu'on s'attend à avoir des Blancs, juste pour le dire, et que ce sont les Africains qui remportent d'origine, sont ces artistes d'origine africaine qui remportent à peu près tout ce qu'il y avait à remporter, il y a vraiment des questions à se poser. Et je vous retourne ces questions, justement. Vous avez vu ces images? Est-ce que vous avez vu carrément un blanc? C'est un gros débat. Ne faites pas peur aux Gaulois. C'est ce que j'allais dire. C'est un gros débat parce que, au-delà, justement, de la musique, la question sur qui est français, qui ne l'est pas véritablement, ça a été des débats qui ont été longtemps agités par l'extrême droite également, en disant oui, ils sont de peau noire, donc est-ce que ce sont véritablement des Français? Les vrais Français doivent être de peau blanche. Mais attention, c'est-à-dire que ils font du 2 poids 2 mesures. Quand c'est dans l'équipe de France, véritablement, c'est des Français. Il y a, tu vois, quand c'est Mbappé, quand on gagne la Coupe du Monde, eh bien tant mieux, ils sont tous Français, c'est la France qui gagne. Mais lorsqu'on est dans d'autres domaines, eh bien là, parfois, on se dit, est-ce qu'ils sont vraiment français? Est-ce que Ayana Nakamura peut chanter? Est-ce qu'elle est française? Etc. Ces joueurs français d'origine sénégalaise. Et dans le cinéma aussi, lorsqu'on gagne une récompense dans le cinéma, que ce soit à Cannes, tu y as été justement, Sarah, avec Ramatoula, je pense. Enfin, le film Rapata, tu vois, eux, dans leur manière de communiquer, ils ne parlent pas du Sénégal, ils ne parlent même pas de l'origine. Ils disent que c'est, voilà, une réalisatrice française qui a remporté telle ou telle autre récompense. En réalité, et on en parle assez souvent sur ce plateau, ces Français d'origine ont la double nationalité de par leur origine ou l'origine de leurs parents. Et puis quand on voit la couleur de la peau également, on comprend évidemment qu'ils viennent d'Afrique. Mais beaucoup sont nés là-bas, ont grandi là-bas, et certains n'ont même aucun contact véritablement avec le continent ou avec le pays d'origine. Donc c'est une question assez complexe. Mais une chose est sûre, on ne peut pas leur retirer la nationalité française. Ils le sont. Et ils font de la culture, enfin, de la musique urbaine. Et aujourd'hui, ils sont devant. C'est des Français qui doivent être reconnus comme tels. Ils sont imposés. Véritablement.
Mais c'est clair, hein, c'est un sujet actuellement qui divise la société française profondément. Hein. Il y a une montée en puissance incroyable de l'extrême droite. Et ne soyons pas surpris de voir à l'Élysée donc un président d'extrême droite pour la prochaine présidentielle française, parce que ce n'est plus de l'ordre de la probabilité, c'est devenu même une certitude pour certains analystes politiques. Ils disent juste que c'est une question de temps. Mais vu les tendances qui se dessinent, prochainement, il se pourrait que le successeur de Macron soit donc du Front National. Possibilité. L'ancien Front National, aujourd'hui je pense le Rassemblement National, donc de Marine Le Pen. Bon, qui essaie certes de polisser un peu son discours, mais on sait que le fond il est extrêmement raciste. Elle est l'héritière donc de son père, donc Le Pen, qui a décomplexé très tôt donc l'extrême droite française, et même il y a la question aujourd'hui donc du fameux droit du sol. Je pense que beaucoup de ces Africains d'origine, de nationalité, de citoyens français mais africains d'origine, ont obtenu la nationalité, la citoyenneté parce qu'il y a l'application de cette loi. C'est ça. C'est une loi vraiment typiquement française, parce que française plutôt. C'est la France qui a inspiré beaucoup de nations d'ailleurs à instaurer cette loi, la fameuse question du droit du sol. Partout dans le monde, parce qu'il y a un repli identitaire, c'est une question qui se pose. Les sociétés maintenant, chacune selon son histoire, son évolution, son parcours, essaie peut-être de trouver la meilleure politique migratoire qui pourrait protéger en priorité ses nationaux. Mais la France, elle est un peu mal barrée parce qu'elle est très mal placée pour pouvoir vraiment aborder ce discours-là d'une certaine façon. Parce qu'on a vu avec les tirailleurs de Omar Sy. Ils sont les descendants, les héritiers, les petits-fils de ces tirailleurs-là, qui eux ont libéré la France, ont payé le prix fort, le prix du sang. Vous allez faire quoi de leur descendance? On ne peut pas leur refuser la nationalité française. Donc je pense qu'aujourd'hui, vraiment... Ils sont déjà embourbés dedans et je ne pense pas qu'on puisse reculer. C'est ça. Si ce n'était pas les noirs comme du charbon... Même s'il y a une épuration après des forces... Il faut accepter que cette société, elle est métissée. Et puis on tend vers le métissage. C'est-à-dire l'homme blanc, c'est dont il a peur, d'ici quelques millénaires, il disparaîtra de la surface de la Terre. Parce que le métissage, c'est inéluctable. Le train est déjà parti. Toujours pour revenir à cette cérémonie des flammes, justement en parlant d'engagement et également de racisme, justement saluer justement la présence de Assa Traoré, qu'on connaît, on connaît son histoire, son petit frère. Vous l'avez reçu sur Kinkeliba, peut-être que oui, j'étais pas sur le plateau, mais elle était présente et justement, c'est elle qui a remis justement cette récompense qui récompense justement ces artistes-là qui sont engagés de par leurs actes, tout simplement. Sarah. À l'image justement, Assa Traoré, je crois que c'est Aya qui a remporté les plus grands elle a tout raflé finalement. Et d'origine malienne, il y a même une polémique autour d'elle, qui va chanter au JO. Elle ne serait pas trop française. C'est ça le mot. Vous représentez la France. J'ai vu la banderole. Ici c'est Paris, c'est pas Bamako. Et Marie-Josée Pérec. Quand elle gagnait. Quand elle faisait monter le drapeau français. C'est ça. C'est du 2 poids 2 mesures, quoi. C'est subjectif. C'est ça. C'est selon. C'est selon, véritablement. La Ligue africaine de basketball, on va finir avec. Tout à fait. On revient au Sénégal et on parle de la Ligue africaine de basketball, Basketball Africa League BAL, et une compétition des clubs de basket en Afrique lancée en 2020 avec le soutien de la FIBA et de la NBA. Je ne vais pas en dire plus. Le reste, c'est du sport et je laisse Ban faire son travail. Mais justement, les Sénégalais ont répondu à ce rendez-vous du basket avec la manière, avec beaucoup d'authenticité. Je vous propose de regarder l'élément. Samaganyangi, Domo Afrika Mbelekami, Yaga Dinadani, Chigeo Kenduko Jamnani, Nenala Samaganya. Anazuture bifinyo mamba yibon, Diko yurafet jinyo ranyewon, The family de nyu bayi sunyu yon, Baga askano lu nyu momuton, De geham sabop bagan. You are looking at dawn, africain. Et fier de ce que nous sommes. Fier d'être africain, je suis africain, donc je suis. Mes ancêtres ont souffert le martyre pour que je puisse relever le défi. C'est à moi de porter le flambeau. Je ne peux pas me mettre en lambeau. Pour mettre KO, il faut minimum une armée de 100 000 Rambo. C'est à ton profit
avec ses pyramides, ça sort. C'est mathématiques, ses symboles et ses signes. Elle crée à l'écriture avec des hiéroglyphes du temps des pharaons. Tu crois pas, vas-y, demande à Agé. De Dakar à Marseille. Anasutudo bivinyo mamba yivon. Jiko yu rafet jinyu ranyewon. Dafa melni dunyu bayi sunyu yon. Baga astano lu ñu moomu toon dëgg xam sa bopp gën ñu wax la ki nga doon dëgg xam sa bopp gën ñu wax la ki nga doon africain et fier de ce que nous sommes. Allez, retour au plateau. Il y avait du beau monde, justement. Oui. C'était samedi, c'est ça? Tu y étais toi-même? Oui, j'y étais, justement, avec... À Dakar Arena. À Dakar Arena, oui, bien sûr, mais bien, comme je l'ai dit, pour la rubrique tendance et culture, et pour ressortir justement, il y a Ban qui se marre parce que je lui laisse justement son travail de rubrique, tout ce qui est sport, etc. Mais bien sûr, moi, j'étais vraiment j'étais vraiment très fière de voir que les Sénégalais ont répondu avec du Made in Africa. Les hommes en costume africain, bien sûr, avec des baskets, bien sûr, mais en costume africain. Les femmes également en moubou, etc. Alors, une manière de mettre en avant la culture africaine. Et on revient justement on revient sur cette relation qu'a le sport et la culture, la jeunesse. C'est vrai qu'en parlant de ministère, et justement, je pense que même la ministre, elle était là-bas, elle était sur place. Il y a eu, c'est vrai, des polémiques concernant le sport, cette relation que le sport peut avoir avec la jeunesse et la culture. Mais je pense qu'aujourd'hui, la Ligue africaine de basketball a montré aujourd'hui qu'il y a quand même une certaine relation entre le sport... Non, mais la relation n'est pas liée. On sait que le sport a une forte relation avec la culture. Mais ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il faut un ministère de plein exercice. Nous sommes d'accord là-dessus. Pour la culture. Nous sommes d'accord là-dessus. Ça, il n'y a pas de débat, je pense. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais justement, c'était justement pour revenir là-dessus, pour revenir sur cette relation qu'ils ont et la manière dont la balle, justement, a mis en avant cela. Parce qu'à travers le sport, aujourd'hui, le tourisme, la destination Sénégal est vendue. Et lorsqu'on vend la destination Sénégal, c'est à travers notre culture. Et les Sénégalais l'ont bien fait depuis le début de la balle. C'est ça. Et c'est jusqu'au 12 mai, autant pour moi. Donc il faudra continuer à aller à Dakar Arena. Oui, absolument. Bien trouvé. 7h57, merci Toumane. 3 minutes avant la fin de cette émission, on réinterroge notre invité de ce matin. On parlait de culture et d'éducation financière ici. Assez compliqué sous nos cieux. On gaspille beaucoup, hein. Énormément. Énormément. Mais comme je disais, c'est vraiment lié à la psychologie déjà des pays pauvres. Il y a beaucoup qui a à voir avec toutes les informations que l'on reçoit tout au long de notre vie. Hein, vous regardez la télé, on nous bombarde du fait que l'Afrique est pauvre, qu'on ne crée rien, etc. Je pense qu'intérieurement, les gens se sentent un peu contre le mur et qu'il y a un manque, un désespoir que j'espère sera vraiment revigorisé avec le nouveau gouvernement. Ils se disent qu'on a beau épargner, mais on s'en sortira jamais. De toute façon, voilà, parce qu'il y a, psychologiquement, les gens pensent qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir. Maintenant, il faut changer cette manière de penser déjà, de savoir que pour chacun d'entre nous, on a cette capacité de se réinventer et d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses rêves et d'en faire un plan et de vraiment commencer à cheminer vers ces plans-là. Les gens gaspillent parce qu'automatiquement, ils ont une satisfaction par rapport à leurs problèmes actuels, aux difficultés auxquelles ils Mais c'est culturel aussi, hein, parce qu'il y a des cérémonies, baptêmes, mariages, où les choses sont, j'ai envie de dire, imposées finalement. Oui. Je pense que c'est une mafia secrète où on ne peut pas sortir. Mais à moins qu'on le décide de le faire. Parce qu'une fois qu'on se dit, par exemple, on a un garçon qui épouse une dame, par exemple, et que ces gens-là vont commencer une nouvelle vie, doivent s'acheter une maison, acheter un terrain. Moi, je disais toujours, au niveau de la plateforme, de créer un moyen de reconvertir tous ces terrains-là en quelque chose de concret. Pourquoi ne pas, comme faire les Américains, ou je sais les Américains, je ne suis pas sûre en France, mais d'avoir un gift platform
Où, par exemple, les personnes disent « j'ai besoin de ceci, de cela, on a envie d'acheter un terrain pour démarrer notre mariage. » Le tableau de bord. Et les invités investissent dedans. On vous offre ceci, on vous offre cela. Voilà, c'est ça. C'est une liste de cadeaux dont les mariés ont besoin. Exactement. Et puis chacun choisit quelque chose. Il y a certaines barrières culturelles. Bon, on a cette pudeur-là. Hein, oui, voilà. Maintenant, il faut faire savoir à l'autre ce dont on a besoin. Parce que c'est comme tu dirais, c'est culturel. Certaines façons de commander. Voilà. Non, mais c'est une manière de sortir aussi. Parce que... Et le sagou sénégalais, le fameux sagou sénégalais nous tue aussi. Hein. Mais c'est étalage d'une certaine richesse que vous n'avez pas. Oui. De choisir par rapport au prix. Maintenant, c'est ça en fait. On vit énormément au-dessus de nos moyens, et ce qui en retour nous continue, on est à nous enfoncer, à nous maintenir dans la pauvreté. Dans cette pauvreté. Vous flambez 5 millions pour une petite soirée. Pour une journée. Après, voilà, la galère continuera sur 20 ans. Quoi. Où peut-on suivre vos cours très rapidement? Sur finafia.com, il y a une liste, on peut s'inscrire sur finafia.com et pouvoir accéder à toutes nos informations. Notamment la plateforme d'épargne et d'investissement où on peut, en communauté, épargner ensemble et avoir accès à des investissements assez intéressants auxquels on ne pourrait pas avoir si on devait investir seul, par exemple. Même un petit salaire pourrait épargner? Oui, même un petit salaire pourrait épargner. Comme j'ai dit, merci beaucoup. En termes d'épargne, il faut le faire avant d'aller même vers ses besoins. Vraiment, l'épargne est prioritaire. Il faut établir l'épargne comme une priorité et non comme une fin. Voilà. En amont et non en aval. Voilà. Merci Toumane, merci Ban, merci Alioune. Je voudrais souhaiter une excellente journée à Salif Kanouté qui nous a regardé ce matin depuis Ziguinchor. Salif Kanouté de Déclic. Et merci.